Bonjour, nous sommes le samedi 26 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit. On a entendu cette nuit, d'après ce que je vois, voilà, beaucoup d'explosions dans la ville de Kiev. On voit des nouvelles, on voit un char qui écrase délibérément une voiture, on voit la personne apparemment encore vivante sortie de la voiture complètement écrabouillée. On voit comme à la place Tiananmen, il y a, je sais quoi, 35 ans, on voit une personne qui, sur une route, essaye de faire dévier, de ralentir des chars avec simplement son corps. On voit la déclaration d'un ancien président de la République là dans la rue entouré d'hommes et de femmes avec des armes. Je regardais tout à l'heure les NBC Nightly News. Voilà, c'est le dernier programme sur la chaîne NBC américaine. Ça doit se tenir à peu près à 2 heures du matin pour nous. Là. Rapide calcul. Et ça se termine, bon, il y a les nouvelles, bien entendu, il y a encore, alors que 85% Ukraine, encore 10% sur la Covid, 5% sur la nomination par M. Biden d'une candidate, une candidate afro-américaine à la Cour suprême. Il faudra encore que un certain nombre de républicains apportent leur soutien. Mais le plus remarquable, c'est la manière dont le programme se termine par un appel de la chaîne. Ça s'adresse à personne en particulier, mais c'est l'expression d'une frustration. L'expression d'une frustration qui doit être celle de pas mal de personnes en Occident et peut-être même en Russie, qu'une personne ne vienne au secours des Ukrainiens. Ils soient là absolument, absolument seuls. Voilà. Alors il y a des déclarations de soutien, mais il n'y a pas de soutien sur le terrain. Alors apporter son soutien à l'Ukraine, alors qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN, je dirais c'est une déclaration de guerre à la Russie, mais on se demande au point où on en est. Cela dit, on le sait, jusqu'ici, au moment où je vous parle, à ma connaissance, on n'a pas encore recouru aux armes thermonucléaires. Bon. Parmi les choses qui m'ont fait le plus rire dans ma vidéo, malheureusement du 26 janvier, c'est le fait que j'avais évoqué le fait que les puissances qui sont en présence sont surarmées sur le plan des armes nucléaires et que le fait qu'on n'a pas encore utilisé, on les a pas encore utilisées dans le cadre de conflits depuis Hiroshima et Nagasaki n'est pas la preuve que ces armes ne soient pas là. Et dans les conférences que j'ai fait il y a 2 ans sur l'après-Covid, j'ai, comme dans le livre que j'ai écrit avec Vincent Burnand-Galpin et qui est sorti c'était quoi, en février ou en mars 2020, Comment sauver le genre humain. Il y a tout un chapitre sur la possibilité de guerre nucléaire. Il y a aussi, bien entendu, c'est un thème qui se trouvait déjà dans mes billets sur mon blog depuis pas mal d'années, le fait que le nucléaire est dangereux en soi, mais il est dangereux surtout parce que dans un cas j'attirais l'attention là-dessus, dans les cadres d'une guerre civile, il est particulièrement dangereux d'avoir des centrales à l'abandon, ou même, comme on l'a vu hier, une armée qui prend le site, qui prend possession du site d'une explosion
dans une centrale nucléaire il y a quelques années, qui avait provoqué un nuage, le nuage de Tchernobyl, extrêmement dangereux en termes de radiation. Euh, Tout ça, pourquoi est-ce que je parle de risque de guerre civile dans les pays avec des centrales nucléaires? Parce que je réfléchis sérieusement à l'effondrement, et que dans l'effondrement, il y a des guerres civiles. Euh, en, Heureusement pour eux, en Ukraine, ce n'est pas véritablement une guerre civile. Il y a ce qu'on peut appeler une guerre civile dans ces provinces sécessionnistes soutenues par la Russie. Sinon, on a le sentiment d'une population très unie. Et là, on attire mon attention tout à l'heure sur un article du Monde diplomatique qui est comment dire, qui est un long texte par quelqu'un d'intelligent, la question n'est pas là, mais qui est de nouveau à ressasser cette histoire que les Ukrainiens sont essentiellement des nazis. C'est de la propagande russe, Pourquoi est-ce que le monde diplomatique, de manière presque systématique, continue de propager de la propagande russe? Est-ce parce qu'on imagine une sorte de continuité entre l'Union soviétique et son idéal de gauche, de communisme avec Poutine? Est-ce que ces gens voient un lien entre les deux? Ou alors c'est une allégeance à la Russie en tant que telle, quel que soit le régime qu'ils aient? Un élément commun au cours des siècles, c'est l'autoritarisme, qu'il s'agisse de celui de la Grande Catherine, de Pierre le Grand, des tsars, et dans un système qui reste encore un système de servitude, mais encore des serfs, ensuite le communisme soviétique, la parenthèse Yeltsin, et aussitôt de nouveau un autocrate nationaliste, surtout plutocrate. Pourquoi mettre en avant toujours cette histoire du fait qu'il y a des gens qui regrettent le nazisme? Parce que l'autonomie de l'Ukraine a été soutenue par les Allemands, par les nazis. Moi, je suis belge de naissance. Il y a eu de multiples occasions, on m'a suggéré de changer de nationalité, je n'ai pas changé de nationalité. En Belgique, dans mon enfance, il y avait déjà des nostalgiques du nazisme parce que justement le nazisme avait encouragé un mouvement nationaliste flamand, indépendantiste. Et il y a toujours, les gens dont je parle sont tous morts, mais ils ont des descendants qui sont toujours, je dirais, des partisans de l'indépendance de la Flandre et qui sont toujours, pas tous les indépendantistes flamands ne sont nostalgiques du nazisme, mais il y a encore ceux qui sont nostalgiques du fait que les nazis favorisaient, encourageaient l'indépendance de la Flandre. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un disait la Belgique c'est un pays de nazis, est-ce que j'approuverais? Bien entendu que non. Bien entendu que non. C'est pas parce que effectivement il y a un certain nombre de personnes qui sont néo-nazis et qui l'ont été, dont les parents probablement l'ont été, les grands-parents aussi. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut condamner comme cela un pays sur des affirmations de ce type-là? C'est de la propagande russe. Quand j'ai entendu parler, c'était quoi avant-hier, Poutine de dénazification dans cette invasion, cette annexion de fait de l'Ukraine. Je me suis dit, voilà, il encourage, c'est la doctrine Gerasimov. On a encouragé dans les pays européens, aux États-Unis, le fait de parler des Ukrainiens comme des nazis pour préparer l'utilisation dans cette phrase du mot dénazification par Poutine. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai déploré qu'on se refuse à saisir les avoirs de Poutine en Occident et le fait qu'on tergiverse autour de la possibilité de couper les communications par SWIFT, donc qui est un système
de communication, de télécommunication entre les grandes banques du monde. Il y a eu progrès de ce côté-là. Il y a eu M. Boris Johnson en Angleterre et il y a eu M. Macron qui ont souligné la journée hier leur soutien à couper les relations SWIFT avec la Russie. Ça n'a pas encore eu lieu. Il y a des pays qui sont dans une relation, des pays de l'OTAN, qui sont dans une relation à ce point étroite avec la Russie que ce serait une disruption considérable dans leur fonctionnement s'ils devaient couper entièrement les relations avec la Russie. Sur un autre plan, celui que j'avais signalé du refus donc de saisir les avoirs de Poutine, sous prétexte que c'est un moyen de couper entièrement que ça signifierait couper entièrement les relations diplomatiques. Biden aux États-Unis a pris la mesure hier, donc il considère qu'on est au-delà des négociations de type diplomatique autour de ce qui est en train de se passer. Comment voilà, donc hier je parle de SWIFT, hier je parle des avoirs de Poutine, et il s'est passé quelque chose dans la journée. Alors, je vais en profiter, je vais poser la question du soutien spontané que les populations occidentales et une partie des Russes, je le souligne, veulent apporter à ce pays qui paraît complètement abandonné, laissé entièrement à lui-même. Comme je l'ai dit il y a un instant, des troupes carrément sur le sol ukrainien de l'OTAN, c'est un déclenchement de guerre thermonucléaire. Comment faire? Accueillir les réfugiés. Il y a une époque, la guerre d'Espagne, où des volontaires partaient. J'y réfléchis hier. Comment est-ce qu'en Occident on va gérer l'indignation des populations et ce sentiment que les gouvernements devraient faire davantage? C'est ça le risque de guerre thermonucléaire. Parce qu'on peut pas, on a du mal à rester comme ça les bras ballants, à pas vouloir, à ne pas s'engager davantage devant les scènes qu'on voit, bien entendu, ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que nos gouvernements vont gérer ça en essayant de ne pas déclencher une guerre thermonucléaire? Je crois que c'est la préoccupation des prochaines 24 heures et 48 heures. On se plaint quand certains se plaignent quand je donne comme ça des échéances. On me reproche dans les commentaires sur mon blog que la guerre thermonucléaire n'est pas encore éclatée parce que j'en ai évoqué la possibilité. Je dirais l'hypothèse la plus charitable, il s'agit des gens qui disent ça. La plus triste, ce serait que ce soit des gens de bonne foi. La plus charitable, c'est qu'il s'agit de poutinophiles qui essayent de me faire taire avec des arguments. Vous voyez bien que ça n'a aucune conséquence ce que vous dites. Vous voyez bien que personne ne vous écoute. Une personne bondit sur le fait que je déplore que des avertissements que j'ai donnés à une époque à propos de la crise des subprimes, que ceux que j'ai donnés il y a un mois sur l'imminence d'une guerre, il voudrait que je trouve source de découragement dans le fait que je continue d'être un lanceur d'alerte dont les alertes ne provoquent pas une mobilisation immédiate. J'ai l'impression que ces gens-là sont uniquement là pour me faire taire parce que leur discours que personne ne m'écoute, c'est faux. C'est faux. S'ils sont de bonne foi, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que moi qui vous écoute, je n'ai pas la possibilité d'intervenir. Je ne suis pas un preneur de décision. Mais qu'est-ce qu'ils s'en savent des autres personnes qui écoutent ce que je dis
Hier, quand j'ai parlé, j'ai pris un exemple, une illustration sur ce que c'était le système SWIFT et pourquoi on ne le coupait pas de manière immédiate. Et c'était extrait d'une déposition que j'ai faite à l'Assemblée nationale en France, à la demande de l'Assemblée nationale. Alors vous me direz, les paradis fiscaux dont il était question existent toujours. Oui, mais est-ce que ça veut dire que j'ai eu tort d'aller et de répondre aux questions de M. Bocquet, de M. Dupont-Aignan sur sur pourquoi on n'arrive pas à fermer les, euh, les havres fiscaux ou les paradis fiscaux. Non, euh, de toute manière, vous ne savez pas l'effet ou le manque d'effet de ce que vous pouvez dire. Il faut que chacun continue de gueuler. Le fait qu'on gueule tous ensemble, ça a déjà une signification en tant que telle. Et il y a une porosité entre ce que les populations réclament et ce que les dirigeants peuvent faire. Rassurez-vous, ce que je dis là, à l'instant, est archivé chaque mois par la Bibliothèque nationale de France. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ça pourrait être plus, mais ce n'est pas rien. Allez, à bientôt.